Je vous propose de démarrer en ce début de matinée avec cette présentation de notre toute nouvelle étude centrée sur le mass transit et les évolutions liées à la crise sanitaire et notamment et vraiment avec un focus fort sur l'impact du télétravail massif. Alors cette étude, elle est particulière. D'abord, c'est la troisième. La première, nous l'avions publiée en septembre 2020. Et là, nous avions pu, mettre en exergue le fait que alors on était entre différentes vagues de confinement, mais on avait pu mettre en exergue que le télétravail allait sûrement perdurer, puisqu'à l'époque, on ne le savait pas encore, mais que même s'il perdurait, il ne pourrait qu'écrêter en fait les pointes du mass transit, donc la pointe du matin et la pointe du soir, et que le mass transit, autrement dit la mobilité, capacitaire, donc métro, train, RER et tramway, resterait indispensable pour faire, pour, voilà, pour assurer cette mobilité, notamment domicile-travail, qui est très forte en Île-de-France. La deuxième étude, nous l'avions fait en novembre de l'année dernière, et là, on avait vu poindre un phénomène nouveau, qui est le phénomène des jours de pointe. Donc et en l'occurrence, donc un mardi et un jeudi très fort, et un vendredi qui descendait fortement. On était au début du phénomène et on avait estimé qu'on pouvait aller jusqu'à moins 15% de trafic et de fréquentation, donc le vendredi par rapport à mardi. Ça, c'était la deuxième édition. La troisième, que nous venons d'éditer, on va vous la publier, on va vous la commenter. Notre objectif, alors déjà, ces études, toutes, mais celle-ci aussi, bien sûr, son élément différenciant, je dirais, par rapport à d'autres, c'est qu'elle regarde tous les acteurs et tous les modes, et notamment le mode routier, puisque parler de mobilité en Île-de-France, notamment domicile-travail, sans regarder le routier, n'a pas beaucoup de sens si on veut avoir une analyse globale. Donc c'est un peu l'ADN de notre étude et on a vraiment cette année, je demanderai à tous ceux qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, de le fermer, ça vous voilà, pour la bonne écoute de chacun. Et donc, cette étude, en fait, on a voulu cette année, comme on sait maintenant que le phénomène du télétravail est massif et pérenne, vraiment creuser, les impacts que ça peut avoir sur la mobilité, mais aussi, et c'est là en ça qu'elle est aussi très système, notre étude, mais aussi sur la vie économique, de l'Île-de-France. Un point, alors les sources, en sont un peu le reflet, mais aussi tous les logos que vous avez pu voir, toutes les marques que vous avez pu voir sur le premier slide. C'est une étude partenariale depuis le début, donc en partenariat fort avec l'Institut Paris Région. Vous allez voir que des intervenants, voilà, Paris Région seront là, de l'Institut Paris Région. Nous nous appuyons aussi sur les pardon, je ne me suis pas présentée, mais je suis de la Mass Transit Academy et la Mass Transit Academy s'appuie fortement aussi sur les équipes études et prospectives de Transilien. Nous travaillons aussi avec Kiko, qui est devenu Hov, et qui nous fournit les traces GPS des smartphones des voyageurs, ce qui nous permet d'avoir cette vision large, y compris de tous les modes et donc du routier. On travaille aussi en étroite relation avec la DRIEAT, qui nous éclaire beaucoup sur le réseau routier structurant. Et nouveauté sur cette étude, on a aussi eu la chance d'avoir des données qui ne sont pas d'habitude fournies par les autoroutes. Et là, en l'occurrence, c'est SANEF qui nous a fourni quelques données, puisqu'on voulait éclairer le phénomène, ou pas, d'ailleurs, on va en parler, des week-ends élargis, et donc regarder ce qui se passait aussi au niveau des autoroutes. Les grands autoroutes qui sortent d'Île-de-France avaient beaucoup de valeur, et SANEF est vraiment l'acteur autoroutier de référence pour ça. Voilà ce que je voulais vous partager. Je faisais l'introduction en tant que Mass Transit Academy, mais je laisse la parole, donc vous allez voir, c'est vraiment un échange croisé avec tous les acteurs et auteurs de cette étude. Alors, le premier qui doit parler, c'est l'Institut Paris Région. Je vois que Dany nous a rejoint. Donc, Dany, je te laisse te présenter l'équipe qui a travaillé sur l'étude et commencer cette présentation. Nous aurons à la fin une partie, pardon, d'échange. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat au fil des interventions. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Daniel Nguyen de l'Institut Paris Région, co-auteur de l'étude avec surtout Jérôme Bertrand, qui est expert au département mobilité et transport. Et donc, on se réjouit effectivement de réaliser, d'avoir rédigé cette troisième note rapide sur les atouts du mass transit. On espère évidemment poursuivre avec nos partenaires. Donc, cette courbe, ce graphique vous montre en fait l'évolution du trafic routier
et donc en vert, enfin vert marron là, et de la fréquentation des transports en commun, c'est une évolution relative, hein, à partir d'une référence, de 2019, novembre 2019, hors week-end, hors jour férié, jusqu'à, juin, 2022. Et donc, alors on voit bien effectivement les impacts des, différents confinements sur l'évolution, des trafics, des 2 modes principaux. Mais ce qui est surtout intéressant effectivement, c'est que on a mis en regard les 2 courbes d'évolution, donc sur les 2 modes. Et ce que l'on peut constater, c'est que, le trafic, routier a repris beaucoup plus rapidement, après les différents confinements, que, la fréquentation dans les transports en commun, dans le mass transit. Mass transit, c'est-à-dire, tous les modes de transport en commun, lourds sauf donc, on retient le bus. Et on voit même qu'en juin 2022, le trafic routier, donc sur le réseau structurant, hein, le réseau de voies rapides, autoroutes et voies rapides, a quasiment repris le niveau de, 2019. Donc tout ça à partir des comptages, de la DIRIF. En revanche, la fréquentation dans les transports en commun a eu du mal à retrouver son niveau d'avant covid. En juin, 2022, on était en gros entre 80 et 85 du niveau de trafic, d'avant Covid. Et donc, et on s'est donc posé la question de, pourquoi cette différence de reprise du trafic entre les 2 modes. Et des enquêtes, des comptages, des différentes sources de données vont vous donner quelques interprétations possibles. C'est l'objet de la slide suivante et je donne la parole à Françoise. Oui, bonjour, Remercie. on a tout de SNCF Francilien. Donc, tout d'abord, on a regardé les enquêtes qui ont été faites par Île-de-France Mobilité pendant toute la période de la crise et en particulier celle qui a été publiée en juin 2022, parce qu'on voit que l'ensemble des déplacements a subi une érosion, hein, avec 10% de déplacements de moins qu'en 2018 dans cette dernière enquête qui est consultable sur l'Omnil, l'Observatoire des mobilités d'Île-de-France. Et donc, cet effet de télétravail dont on va voir qu'il est quand même le plus important de tous les effets pour le moment qu'on a pu étudier, impacte de façon assez globale les déplacements, avec bien sûr une mobilité qui se recentre autour du domicile, puisque le télétravail conduit à avoir plus de déplacements autour de son domicile. Et aussi, s'ajoute au télétravail, mais de manière bien sûr moins forte, le développement de la visioconférence, même si on reprend aujourd'hui certains déplacements professionnels, on le sait et on le pratique comme aujourd'hui, on bascule sur pas mal de visioconférences lorsque c'est plus pratique. Voilà, et donc dans le même type d'évolution, on peut avoir aussi, par exemple, l'augmentation de déplacements domicile-achat, là aussi, en partie autour du domicile pendant le télétravail. Et ce phénomène du télétravail, côté Transilien, Mass Transit Academy, on a vraiment voulu l'objectiver, le quantifier. Et donc, on a demandé à BVA une étude auprès de nos clients franciliens. Et on a effectivement observé un taux de télétravail qui était finalement assez supérieur à celui qu'on avait pu anticiper avec les connaissances qu'on pouvait avoir avant. Donc, sur l'enquête que l'on a eue, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on n'a pas une érosion des clients dans nos trains pour Transilien, mais ce qu'on voit, c'est vraiment un effet sur les déplacements parce que le télétravail s'est développé. Et donc, vous pouvez voir que sur nos actifs qui utilisent les Transiliens, on a 55% de ces clients qui télétravaillent au moins une fois par semaine. Donc, c'est un taux qui est considérable, plus de la moitié. Et observation aussi hyper intéressante, c'est que le télétravail n'avait pas complètement attendu le Covid pour démarrer et que très probablement dans les années 2018-2019, on avait eu une forte croissance, pas forcément vue à la hauteur de ce qu'elle était, puisque toutes les études parlaient de 7%, 10%. Et donc, nos clients nous ont dit qu'ils étaient déjà 23%
juste avant la crise sanitaire, à télétravailler au moins une fois par semaine. Donc, c'est un taux qui était déjà très important. Donc, le Covid est venu accélérer cette transformation de manière considérable, avec bien sûr beaucoup de cadres concernés par le télétravail. Ça, on s'y attendait fortement, avec 77%, mais aussi des employés. Et ça a été aussi pour Transilien une information très intéressante. On sait qu'on a beaucoup d'employés dans nos trains. 68% des emplois à l'Île-de-France étant sur 6% du territoire transilien irriguent vraiment la région pour que les Franciliens puissent accéder aux pôles centraux d'Île-de-France que sont Paris, La Défense, La Plaine, ici. Ils sont aussi avec beaucoup d'activités tertiaires, beaucoup d'emplois télétravaillables. Et donc, finalement, le taux de télétravail des employés est très fort, avec 44%. Et quelque part, on l'avait un peu sous-estimé avant de connaître ces chiffres très précis. Donc voilà, un effet télétravail très fort. Sur les autres effets que l'on avait aussi étudiés dans les études précédentes, on voit que c'est des effets nettement moindres. On a pu craindre pendant une période un report modal vers la voiture. Les études montrent qu'il n'est pas très fort. Donc, l'étude de BDA pour Transilien nous a aussi rassurés sur ce sujet. Cependant, on voit que pour les motifs non obligatoires, occasionnels, on a quand même une évolution avec la moitié de nos clients pour des motifs loisirs, etc., qui nous disent qu'ils voyagent moins. Donc, déjà, une érosion à prendre en compte pour le transport collectif, de l'attractivité à relancer. Et une partie, 25%, se sont orientés vers la voiture pour certains de leurs déplacements. Donc, l'attractivité toujours à reconstruire après cette crise sanitaire qui a érodé le côté, mais sans effet considérable. Et pour concerne des déménagements ou des positionnements des entreprises, on confirme que l'exode n'a pas eu lieu. On a effectivement une augmentation des départs hors Île-de-France ou bien à l'intérieur de la région, à l'intérieur de l'Île-de-France, mais la proportion liée à la crise sanitaire reste faible, de l'ordre de 30% par rapport à des phénomènes très importants, permanents, pour les populations dans leur vie quotidienne. Et sur les entreprises, ce que l'Institut Paris Région observe, l'acteur d'immobilier observe, on a toujours des pôles centraux qui ont tendance à accueillir finalement les entreprises parce qu'on a de nouvelles vacances qui se sont faites avec le télétravail. Les entreprises peuvent limiter les surfaces qui sont utilisées et finalement, c'est bien les grands pôles qui peuvent proposer des conditions intéressantes pour accueillir de nouvelles entreprises. Et donc, finalement, cette polarisation de l'Île-de-France, pour le moment, de ce qui a été observé, semble que donc, pas de remise en cause des grands équilibres, sauf le télétravail. Alors, comme le télétravail est le point le plus important, on a creusé un petit peu. Donc, un élément important, mais qui est partagé, hein, c'est qu'on a bien sûr des taux de télétravail qui peuvent être très variables suivant dans les lignes, par exemple, pour ce qui concerne les types d'emploi, en fait, et les CSP. Et donc, pour les clientèles franciliens, pour les actifs franciliens, ça se confirme. Hein. On voit, par exemple, que les Yvelines et le Val-de-Marne ont des taux de télétravail pour les actifs bien plus élevés chez les clients franciliens que, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis et l'Essonne. C'est ce qu'on observe aussi, bien sûr, dans nos trafics en Île-de-France. Voilà. Et ces éléments nous permettent de vraiment comprendre en fait le décalage qui a pu se faire entre la voiture et le mass transit, c'est qu'on a en fait un double effet cumulé du télétravail sur le mass transit. On a commencé à évoquer le deuxième impact. Le premier, c'est qu'on a 2 fois plus de motifs de travail pour le train que pour la voiture. Le deuxième, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que les taux de télétravail sont très élevés dans le mass transit. Donc, sur le premier, les chiffres sont très parlants. Hein. Quand on regarde les motifs de travail sur les trajets,
on en a 31% en voiture, 54% ont déjà des trajets en mass transit, plus de la moitié, et lorsqu'on est sur RER et Transilien, on est à 60%. On retrouve cette fonction en fait du mass transit qui consiste à, à participer finalement au déplacement vers les pôles d'emploi centralisés d'Île-de-France, et particulièrement pour les RER et le Transilien, et l'ensemble de Transilien, donc RER et TRA. Et par ailleurs, vous avez vu que les taux de télétravail, par exemple, sur nos trains transilien sont très forts, avec le 55%. L'Institut Paris Région a fait une étude sur la même période sur les actifs franciliens, et les actifs franciliens, c'est 43% qui sont en télétravail de façon régulière toutes les semaines. Donc le taux est plus fort chez Transilien, et là, on reconnaît à la fois les aspects présence tertiaire, donc on a vu le taux d'employés qui est très important, et puis aussi des temps de trajet. En Île-de-France, le déplacement moyen porte-à-porte est de l'ordre de 23 minutes, tout mode confondu. Sur Transilien, on est plutôt vers 55 minutes. Donc forcément, un télétravail qui augmente. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de jours, on serait à 2,4 jours chez Transilien, là où on est à des moyennes plus proches de 2 sur l'ensemble de l'Île-de-France. Voilà. Donc ça, je passe la parole à Dany, à l'Institut Paris Région. Oui, merci Françoise. Alors oui, juste, je reviens sur ma slide, ma première slide. J'avais juste oublié de vous dire qu'en fait, on s'est arrêté à juin 2022, mais on a regardé les chiffres de fréquentation dans le mass transit en octobre, hein. D'ailleurs, ça fait l'objet de notre tableau de bord de suivi mensuel de la mobilité, que je vous invite à consulter chaque mois. En octobre, on est plus proche aujourd'hui de 85-90% du niveau de fréquentation d'avant Covid. Donc ça remonte un petit peu. Je pense que vous l'avez tous constaté si vous êtes usager des transports en commun. Donc, alors, sur cette slide, en fait, on a lors de l'étude de 2021, mis en évidence un basculement de la problématique des heures de pointe qui existe toujours, hein, vers la problématique des pointes en semaine, en jours de semaine. Et donc, c'est un phénomène, effectivement, que l'on constate depuis la pandémie, c'est l'apparition de ces jours de pointe. Donc, avant la pandémie, donc en novembre 2019, les écarts entre les jours ouvrés étaient de 7% à l'heure du pointe du matin, le mardi étant le jour le plus fort et le vendredi le plus faible. Et cet écart s'est accentué au fil des mois pour atteindre en septembre 2021 16%. Et aujourd'hui, l'écart est d'environ 18% entre un mardi et un vendredi à l'heure de pointe du matin. Donc effectivement, cet écart est assez significatif, hein, avec des baisses de trafic assez importantes le vendredi matin. Et donc, ce qu'on observe également, c'est que ce phénomène ne touche pas que le mass transit. On observe également un écart entre le mardi et le vendredi pour la voiture, donc de 16% sur les trajets entre Paris et les couronnes, hein, et ces couronnes. Et pour le mode vélo, l'écart est de 30% dans Paris, hein, quand on regarde les comptages à Paris. Et également, ce phénomène n'est pas spécifique à l'Île-de-France. On l'observe dans d'autres métropoles, notamment à Londres, où l'écart entre le jeudi et le vendredi est quand même de 35%, toujours à l'heure de pointe du matin. Alors, comment s'explique cet écart qui s'accentue? C'est essentiellement dû au télétravail.
au jour au choix des jours de télétravail. Et donc, si on se réfère à l'enquête BVA pour la Mass Transit Academy de septembre 2022, ce que montre cette enquête, c'est que 44% des télétravailleurs télétravaillent, donc ceux qui ont la possibilité de travailler, télétravaillent fréquemment le vendredi et seulement 29% le mardi. Et cet écart, donc ça c'est pour tout mode confondu, et cet écart est encore plus marqué pour les usagers du mass transit. Il est de 49%. Vous voyez. Et il est de 38% pour les usagers de la route qui peuvent télétravailler. Donc ce phénomène de jour de pointe continue effectivement de s'accentuer, principalement à cause du choix des jours télétravaillés. Je poursuis. Et donc, alors, cet effet sur les transports, en fait, de baisse donc du trafic selon certains jours, il a quand même un impact autre que sur les transports. Il est celui sur l'économie locale, sur le développement local. euh, et, heu et donc, il est particulièrement, visible sur les commerces, proches des zones d'emploi. Donc, heu, on observe un écart de 19%, entre les mardis et les vendredis pour la fréquentation des commerces, loisirs et lieux de culture, de 44%, sur les commerces dans les centres commerciaux proches des zones d'emploi, 44% d'écart de fréquentation entre le jeudi et le vendredi. Et en plus, à cela s'ajoute évidemment une activité qui n'a pas encore tout à fait retrouvé son niveau d'avant Covid. Et donc, c'est effectivement toujours très, très pénalisant pour l'équilibre de ces commerces et des lieux de loisirs ou de culture. Euh, donc c'est une baisse donc de fonds de moins 15% par rapport à la période avant Covid. Heu, donc vous voyez que, cet effet sur la fréquentation des transports, des écarts donc de fréquentation, entre les jours de semaine a aussi un impact, sur l'économie locale. Et donc, il y a sans doute un vrai enjeu dans les transports, mais également pour l'économie francilienne, pour essayer de lisser les jours de télétravail. Et je repasse la parole à Françoise. Donc, on a cherché à objectiver parce que ce phénomène du vendredi, on l'observe tous dans nos vies quotidiennes, dans notre vie de travail. Et donc, on a essayé d'objectiver la Mass Transit Academy et Transilien ont demandé à BVA une nouvelle enquête qui était une enquête cette fois sur l'ensemble des Franciliens, pas les clients Transiliens, pour comprendre en fait d'où viennent ces préférences du vendredi, dont on comprend assez bien euh, le pourquoi, mais on voulait vraiment le qualifier de manière plus précise. Donc la première question, ça a été: «Pourquoi le vendredi?» Merci. Je veux bien un petit clic pour faire apparaître les ronds et donc ce qu'on l'on voit, c'est que, les raisons personnelles priment. On le savait, mais c'est vraiment, dans 9 cas sur 10, c'est pour des raisons personnelles, que les télétravailleurs choisissent, le vendredi comme jour de télétravail avec en premier le sujet de c'est plus reposant, de ne pas se déplacer le dernier jour de la semaine. Des raisons liées aux préparations de week-end, des raisons aussi liées à, l'organisation de sa vie personnelle aussi sur les loisirs, sur le ménage en fin de semaine et cetera. Donc on voit que c'est un phénomène qui est fort, on s'en doutait et avec
avec, pour certains sujets, pas beaucoup de souplesse, parce que quand on veut préparer son week-end, c'est sûr que c'est très adhérent au samedi et au dimanche. Par contre, d'autres raisons qui, peut-être en termes de gestion du temps, pourraient être organisées autrement avec un jour de repos, dans la semaine qui peut être aussi très bénéfique. Voilà, donc ça permet de qualifier en fait ces orientations de télétravail pour les télétravailleurs. Quand on regarde les raisons pour lesquelles pardon, j'ai pas fini encore. Lorsqu'on regarde les raisons, professionnelles, en fait, ressort de manière vraiment très, très forte le fait que le vendredi, il y a très peu de collègues, en fait, sur les sites de travail. Il y a très peu de réunions et donc il n'y a pas beaucoup de sens, finalement, à se déplacer, pour ceux qui choisissent le télétravail le vendredi. Si on retourne la question en disant: «Mais finalement, qu'est-ce qui vous ferait venir le mardi et le jeudi?» La première chose, c'est on a été intéressé par, des éléments, associés. On s'attendait à ce que, certains répondants nous disent: «Ben, rien du tout», sauf la contrainte, bien sûr et en fait, ils sont 25. Donc un quart des répondants ont dit: «Mais rien ne peut me donner envie de venir plutôt, le mardi et le jeudi». Cependant, donc il y a 75 de personnes qui, gardent une certaine souplesse par rapport à ces positionnements de jour et ce que l'on voit aussi, c'est que finalement, les jours ne sont pas forcément rigides, dans les entreprises. Ils sont même majoritairement assez souples puisque 80 des télétravailleurs choisissent librement certains jours ou tous les jours de la semaine. Hem Donc, de la souplesse. Alors après, qu'est-ce qui pourrait faire basculer sur le mardi ou le jeudi? Là, cette fois, la balle est renvoyée à l'entreprise avec 2 grands types de raisons. La première, c'est, m'encourager à venir le vendredi finalement, qu'il y ait des collègues, qu'il y ait des réunions, éventuellement, des organisations d'événements conviviaux et cetera. L'autre, c'est de la souplesse. Ça, ils insistent beaucoup sur cet aspect-là, c'est-à-dire pas de rigidité sur les jours, peut-être pouvoir partir, plus tôt le vendredi et cetera. Donc voilà les 2 grands éléments et ensuite, pour les raisons personnelles, eh bien, ils nous renvoient la balle côté opérateur et nous disent: «Communiquez mieux, informez mieux sur les différences d'affluence dans les transports selon les jours». Voilà, donc ça nous donne quelques éléments de réflexion, si on ne souhaite pas, que l'évolution aille jusqu'à celle de Londres, par exemple, on a vraiment un vendredi qui commence à s'étioler et qui inquiète les Londoniens eux-mêmes. Voilà. C'est vrai, Aurore. Là, on change de cap avec Aurore. Oui, bonjour à tous. Je suis Aurore Fabre-Landry. Je dirige le cabinet de conseil Sustainable Mobilities, qui est un cabinet de conseil en mobilité durable. Et donc, j'ai accompagné ces 3 éditions d'études sur le mass transit. Donc, on a beaucoup parlé du télétravail jusqu'ici, donc je vais vous parler un petit peu des autres effets, des autres motifs de déplacement et de leurs évolutions récentes et de celles qu'on peut prévoir pour les mois qui viennent. Donc le premier point, c'est une reprise du tourisme. Donc à l'été 2022, on avait presque rejoint, vous voyez, on était seulement 6 en retrait par rapport, à 2019. En ce qui concerne les voyages professionnels, donc là on parle des non-franciliens, donc des gens qui viennent de l'étranger ou de province sur Paris, donc qui utilisent beaucoup le mass transit pour leurs déplacements sur l'Île-de-France. Une étude récente a montré, qu'il est, bien en train de reprendre, hein, comme le tourisme. En ce qui concerne les franciliens eux-mêmes, l'étude dont nous avons parlé précédemment, donc conduite par BVA, a mis en évidence le fait que, les franciliens pensent utiliser plus souvent le transilien dans les mois qui viennent. Donc 23 des répondants pensaient l'utiliser plus, ce qui est supérieur au chiffre de ceux qui, pensaient l'utiliser moins. Il y aura également une croissance, démographique, et une croissance de l'emploi. Donc aujourd'hui, les prévisions estiment que sur 10 ans, l'emploi devrait croître de +4 à +7 ce qui a un effet mécanique, sur la fréquentation du mass transit. Alors, un autre, potentiel, de public, très important pour le mass transit réside dans les voyageurs occasionnels. Donc Agnès vous a cité tout à l'heure l'une des sources de l'étude qui est l'analyse des traces GPS des smartphones.
des voyageurs, qui permet donc d'identifier les déplacements qui soient réalisés en mass transit, en voiture, à pied, à vélo, etc. Donc ça nous a permis d'étudier, justement ces déplacements entre Paris et les couronnes, petites et grandes couronnes, et de voir en fonction de la fréquence du déplacement si les gens avaient le même comportement en termes de choix modal. Donc ce que cette analyse a mis en évidence, c'est que pour les personnes qui réalisent fréquemment un trajet entre, leur commune et Paris, ils plébiscitent le mass transit. Donc ce qu'on appelle fréquemment, hein, enfin les fréquents et les réguliers, ça veut dire, plus d'une fois par semaine, au moins 2 fois par semaine. Donc on voit qu'ils utilisent à 80 le mass transit pour ces déplacements et à 20 la voiture. En revanche, si on considère les voyageurs occasionnels, donc les personnes qui vont faire un déplacement de ce type une fois par semaine ou moins, ils utilisent aussi majoritairement le mass transit à 69 mais on voit qu'il y a quand même un décalage, vous voyez, de 11 points, de part modale. Ils sont presque un tiers à utiliser la voiture pour se rendre sur Paris. Donc on a creusé pour voir si c'était pas un effet, lié à l'heure du déplacement. Tout simplement, les fréquences, c'est souvent du domicile-travail, donc l'heure de pointe, donc congestionné, donc choix du mass transit. Mais en fait non. C'est-à-dire que ce décalage de 11 points entre les fréquents et les occasionnels, on l'observe à toute heure de la journée, y compris en heure creuse. Donc ce que ça met en évidence, c'est que quelque part pour les fréquents, il y a une recherche d'optimisation donc qui a conduit au choix du mass transit. En revanche, pour les occasionnels, ça peut leur apparaître un petit peu plus difficile aujourd'hui, d'utiliser le mass transit que leur voiture. Pour les familles, ça peut être aussi une question de coût. Et donc il y a un vrai enjeu, à, accompagner, sensibiliser, ces voyageurs occasionnels qui utilisent aujourd'hui la voiture pour se rendre sur Paris, à utiliser le mass transit. Et ça d'autant plus que comme vous le savez peut-être, donc les billets Île-de-France ont été plafonnés à 4 € par carnet ou 5 € en ticket unitaire, il y a quelques semaines. Et par ailleurs, bien sûr, avec toutes les nouvelles contraintes sur, la circulation et le stationnement en Île-de-France, ainsi que les contraintes de pouvoir d'achat, cet, encouragement et cette aide, je dirais, pour ces occasionnels à utiliser le mass transit, serait évidemment, très bénéfique. Voilà. Outre le fait de contribuer, à apporter des clients dans le mass transit, en particulier en heure creuse. Le dernier point qu'on voulait citer avec vous, qui n'est pas des moindres et qui, évidemment est très, très important dans le contexte actuel, est la question de la sobriété énergétique. Donc vous savez que l'État a fixé un plan de sobriété national, avec un objectif, de réduire la consommation d'énergie globale de 10 d'ici à 2024. Donc on a souhaité, donner des repères, sur, la consommation énergétique du mass transit, comparé aux autres modes. Donc le mass transit est, beaucoup moins énergivore, il est 5 fois moins énergivore, que la voiture thermique, hein, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. C'est-à-dire qu'un voyageur qui parcourt 1 kilomètre en mass transit consomme 5 fois moins d'énergie que s'il décide de faire ce trajet en voiture thermique. Pour ce qui est de la voiture électrique, je dirais le facteur multiplicatif apparaît moindre, hein, 1,2 fois. Donc le mass transit est quand même plus intéressant. Il faut quand même qu'on vous précise qu'on manque aujourd'hui beaucoup de données, hein, sur la voiture électrique et sa consommation énergétique. Donc le chiffre sur lequel on a pu s'appuyer, qui est un des rares disponibles aujourd'hui, correspond à une citadine, avec les données constructeurs, c'est-à-dire sur le cycle d'homologation qui s'appelle le WLTP, qui est évidemment fait par, des professionnels en éco-conduite dans des conditions, entre 14 et 23 degrés, donc il y a quasiment pas de chauffage ni de clim. Voilà, donc en conditions réelles, avec un véhicule moyen du parc qui n'est pas une citadine, hein, c'est le segment du dessus, l'écart avec le mass transit sera vraisemblablement plutôt compris entre un facteur 2 et un facteur 3. Il faut savoir que l'ADEME avait fait, il y a quelques années aussi, une analyse alors qui ne tenait pas, enfin, qui portait pas sur le mass transit, hein, mais uniquement sur la voiture. Donc pour comparer, le véhicule, thermique et le véhicule électrique en matière de consommation énergétique, en intégrant l'amont, c'est-à-dire aussi, la fabrication, et la maintenance des véhicules. Et on aboutissait finalement à, des résultats équivalents
pour les 2 types de véhicules parce que la fabrication d'une batterie consomme énormément d'énergie. Voilà, donc le mass transit est aujourd'hui et restera très intéressant en matière de sobriété énergétique par rapport à la voiture. Et donc, on a fait une simulation. Donc aujourd'hui, en Île-de-France, si on fait le total mass transit plus voiture, la répartition est à 60% des déplacements en voiture, 40% en mass transit. Donc si on avait un point de report modal, c'est-à-dire qu'on passait à 59, 41, ce qui paraît peu, hein, ça permettrait déjà d'économiser chaque année 170 gigawattheures. Et ça, donc d'énergie, ça correspond à la consommation électrique d'une ville de 80 000 personnes, par exemple en Île-de-France, Courbevoie. Enfin, bon ça vous le savez également, mais on voulait vous redonner des repères. Donc en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, donc le mass transit qui est électrique est évidemment beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que la voiture. Donc là, on dispose de données sur un quasi-cycle de vie, c'est-à-dire y compris la construction et la maintenance. Donc le mass transit est pour un voyageur qui parcourt 1 kilomètre, émet 16 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique et toujours 7 fois moins qu'une voiture électrique parce que là encore, dans la fabrication d'une voiture électrique, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Et je repasse la parole à Agnès. Merci beaucoup, Aurore, et puis évidemment, voilà, tous les intervenants. Je reprends la caméra, voilà. Toute petite conclusion, parce que l'essentiel, c'est aussi d'échanger, et j'ai vu qu'il y avait déjà deux contributions dans le chat. Nous, on regarde beaucoup à la Mass Transit Academy ce qui se passe à l'international. Dany vous a présenté tout à l'heure la data que nous avons obtenue de la part de Transport for London. On a vu effectivement que c'était un phénomène international, hein, ce déséquilibre qui commençait à s'installer entre les jours de la semaine. C'est beaucoup plus fort dans les pays anglo-saxons. Donc à Londres, vous avez vu, à 35%. On voit aussi que New York et Sydney ont le même phénomène. Donc, on va continuer dans les mois qui viennent avec Patricia Lesage dans mon équipe de regarder ce qui se passe à l'international. C'est vrai que ce 35% nous interroge parce qu'on pourrait se dire que si on ne fait rien, on peut très vite aller jusqu'à ce déséquilibre-là qui est quand même majeur. On va pouvoir reparler d'économie. J'ai vu que voilà, les deux interventions dans le chat étaient là-dessus. C'est vrai qu'on a vu les maires de Londres et de New York vraiment appeler un peu à l'aide puisque ce déséquilibre, en fait, ça vide complètement le cœur des métropoles de leur activité socio-économique. Donc, je partage avec vous qu'il y a sûrement des équilibres des nouveaux équilibres qui vont se positionner. Néanmoins, pour des grandes métropoles, voire mégapoles, hein, quand on parle de New York, Londres et Paris, il peut y avoir vraiment des enjeux très forts au sens centre-ville. Bon, quand on dit centre-ville dans nos mégapoles, c'est énorme. Et voilà, des déséquilibres quand même assez puissants. Et c'est tout cet effet systémique qui est intéressant d'analyser, d'éclairer. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette étude. Alors, voilà, on ne sait pas encore si on fera une 4e édition. En tout cas, on voit que les changements sur la mobilité sont énormes hein, en termes de comportement des voyageurs. En termes d'impact à la fois donc, sur les modes globalement et puis donc sur la vie économique. Donc voilà, on verra, mais sans doute que nous poursuivrons dans une 4e édition pour continuer à creuser les phénomènes et à les éclairer. Voilà, donc la parole maintenant est à vous. Alors, attendez, je regarde. Il y a eu 2 interventions. Je ne sais pas si vous voulez les partager plutôt sur la partie économique. Oula, je vois que ça tombe. N'hésitez pas à les poser de vive voix, vos questions. Je vous laisse le faire et puis en fonction de la question, nos experts répondront. Il y a une jeune qui se lève. Yes. Alors, Lionel Croix-Marie, est-ce que vous voulez... Je vois que la main se lève. N'hésitez pas à prendre le micro et à nous interroger. Je complète ce que j'ai mis dans le chat qui est je vois que certaines données, alors c'est normal parce que c'est des compilations, mais il y a certaines données qui sont par nature hétérogènes. Par exemple, je comprends qu'il manque les côtés données côté RATP, si je ne dis pas de bêtises, sur le REA ou sur le RERB, ou peut-être que je me trompe.
Non, Puisque c'est pas. vous parlez du mass transit. François peut répondre, mais non, justement, les mass transit, et il y a des données RATP puisqu'il y a le métro. La plupart des données, par exemple, le premier graphique sur l'ensemble des trafics, c'est bien l'ensemble du mass transit, donc c'est métro, tramway, train RER. C'est lorsqu'on parle des études, l'étude faite BVA pour les clients franciliens, c'est le seul cas où effectivement on est uniquement sur la partie francilien, parce que bien évidemment qu'une étude client, on ne l'a faite que sur nos propres clients, mais on a pris ces données pour permettre d'expliciter et de quantifier en fait certaines données sur un secteur qui est celui de Transilien. Donc là, on est effectivement uniquement sur les trains et les RER gérés par Transilien, et donc les parties RER-A et RER-B de RATP ne sont pas intégrées. Après, nos clients étant communs sur ces 2 lignes gérées en commun, je pense que les données sont valables très fortement sur l'ensemble RER et Transilien, mais c'est le seul cas en fait où on est sur un périmètre plus réduit. Sinon, toutes les autres données sont bien des données communes et qui sont publiées, soit les données publiées sur les sites d'Île-de-France Mobilité, par exemple, qui sont donc ouvertes à tous, soit pour le cas des données GPS, donc c'est OV qui fournit ces éléments grâce aux traces des smartphones. C'est ce que je disais, J'espère que c'est plus clair. Voilà, c'est ce que je disais en introduction, c'est vraiment l'ADN de nos études, c'est de le regarder en grand. Donc, tant qu'on peut, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Mass Transit, on a un périmètre très large. Et quant à l'étude qu'on a fait dédiée sur les télétravailleurs, on a pris les télétravailleurs d'Île-de-France. Donc, par essence, voilà, ça comprend à la fois aussi des usagers des transports opérés par Transilien ou par RATP. Alors, peut-être la question sur la tranche horaire. Je vois qu'il y a une question sur la tranche horaire. Alors, je ne sais pas si la question se porte par rapport au vendredi et au moins 18%, c'est sur l'heure de pointe du matin, et donc c'est sur 7h, 9h. Si c'est bien la question. Hein. Est-ce que cette réponse vous convient? Je crois que ça s'affiche Joël, je sais. Sinon, alors, je crois que c'est Fanny Arabe, je crois, qui a levé la main. Oui, merci beaucoup. Bonjour toutes et à tous et merci beaucoup pour cette étude. Juste une remarque et une question. Une remarque, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est en termes d'occupation au sol. C'est-à-dire que j'avais entendu un colloque, le responsable de la RATP, dire que le RERA, c'était en gros une autoroute 16 voies. Je trouve que c'était assez parlant en termes de flux. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un peu également ces éléments-là pour Transilien? Parce qu'il y a le sujet économie d'énergie, mais il y a également le sujet occupation foncière. Et c'est assez parlant. Et comme question, c'est que là, on a bien effectivement les flux, et vous avez exprimé le télétravail en fonction du lieu de domicile, si je comprends bien. Et est-ce qu'on a une idée en termes de tuyaux, c'est un peu la destination? C'est-à-dire qu'on a pu se voir que pendant le confinement, la Défense était vidée, par exemple, ça s'est totalement rempli ou pas? Est-ce qu'il y a des différences également en termes de lieu de travail? Et en termes de flux, on a entendu un peu parler de bilocalisation. Est-ce que ça s'est maintenu finalement? Pas tant que ça. Enfin, voilà, un petit peu ces éléments-là. Merci. Alors, moi, je peux peut-être répondre à la première question, et je pense que l'Institut répondra à la deuxième partie, peut-être. Donc, sur la première partie, dans la première note, en fait, la première étude que nous avions menée, on avait fait effectivement une comparaison des débits entre la voiture et le mass transit en général, toujours avec cette approche mass transit globale. Et donc, on avait démontré que le mass transit présente un débit 17 fois supérieur à celui de la voiture. Donc, c'est bien quelque chose, effectivement, qu'on a porté dans la première étude sur les bénéfices, finalement, et les externalités positives du mass transit en général. Voilà. Et de la même manière, on avait regardé l'occupation d'espace avec une occupation d'espace 27 fois moindre, en fait. Voilà. Donc, c'est effectivement très significatif. Hein. Bon. Sur la partie. Oui, voilà, pour la ouais. Merci, Denis. Oui, et puis je laisserai mon collègue Jérôme compléter, mais effectivement, on observe des baisses de trafic dans le mass transit qui sont variables d'une ligne à l'autre, et notamment dans les corridors
où on a beaucoup d'emplois, on trouve beaucoup d'emplois tertiaires, c'est-à-dire des emplois télétravaillables entre guillemets. Par exemple, le long de la ligne 1, la ligne de RER A, la baisse est un peu plus marquée que sur les lignes, par exemple, du RER B au nord ou la ligne 13. C'est essentiellement dû effectivement à une concentration plus forte le long de ces lignes 1 et A d'emplois de type tertiaire. Jérôme Bertrand, qui a beaucoup travaillé sur les pôles d'emploi, peut peut-être compléter. Oui, en effet, il y a des différenciations certainement en fonction des lignes. Et il y a une diapositive aussi concernant les clients franciliens aussi sur la partie du télétravail en fonction du lieu de résidence, au moins du département de résidence, qui montre déjà des écarts déjà en fonction du lieu de domicile. Et c'était même assez surprenant, c'est qu'on voit que le Val-de-Marne a aussi un taux de télétravail assez important. Dont initial, Fanny, alors c'est 2 fois 14 voies, en fait, le RER A. C'est un chiffre qu'on avait calculé à la Mass Transit Academy. Effectivement, je l'ai entendu repris par RATP. Bon, c'est leur ligne aussi, le RER A. On avait pris cette ligne parce que c'est la plus forte d'Europe, hein, 1,4 million avant Covid. Et oui, ça donne tout de suite une vision. On a même, voilà, on avait repris un visuel d'une autoroute, parce que ça existe, les autoroutes de 2 fois 14 voies, ça existe en Chine. Et donc, quand on parle effectivement de cette donnée, on met voilà, une ligne de RER A et puis ces autoroutes de 2 fois 14 voies. Et c'est encore plus marquant en plus avec le visuel. Et effectivement, quand l'espace est rare, qu'il doit aussi se réapproprier pour d'autres mobilités et aussi quand on voit avec les changements climatiques et l'adaptation au changement climatique aussi pour y planter des arbres, voilà, on voit toute la valeur que peut avoir les transports en commun qui sont beaucoup, beaucoup moins consommateurs d'espace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait donc au tout début des interrogations sur la partie économique. Ah, sinon, je vois que Driss Kenfrey qui lève la main. Donc, comme vous le souhaitez, Oui, la parole. bonjour mesdames. Merci pour cet exposé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui. Moi, j'avais une petite question concernant en fait ce qu'on constate, c'est une dispersion du trafic par rapport à ce changement de paradigme, le télétravail. Comment vous l'avez répercuté, ou plutôt les conclusions de votre étude, comment vous l'avez répercuté en interne, transilien, que ce soit sur le plan de transport ou autre, pour un petit peu adapter toute la partie exploitation, par exemple? Alors, c'est bon, j'ai mis la caméra. Ouais. Donc, je dirais pour le moment, donc le sujet est plus un sujet en questionnement, hein. Nous, les premières remarques dans Transilien que ça nous a apporté, c'est bon, il y a eu un premier moment qui a été plutôt un moment, on va dire, déceptif, voilà, parce que en fait, on s'attendait à ce que le télétravail permette finalement de redonner du souffle dans les transports. On sait que le taux d'occupation, c'est quelque chose de très important par rapport au confort de nos voyageurs. Et donc, on espérait quelque part un lissage peut-être un peu plus équilibré pour permettre en fait un confort. Finalement, on fait partie un peu de la qualité de vie de nos clients, hein, avec notre déplacement, hein, qui peut être jusqu'à 55 minutes en moyenne porte à porte. La qualité de vie finalement des franciliens est très impactée, en particulier par leur déplacement quotidien, pas seulement celui transilien, hein, 55 c'est porte à porte, donc il y a plusieurs modes. Donc on espérait quelque part que le lissage des pointes se ferait plus fortement, enfin que la baisse de la pointe se ferait plus fortement, et surtout on espérait redonner donc finalement de la capacité les jours de la semaine. Et ce qu'on voit, c'est que les mardis redeviennent relativement chargés, les pointes se refont. Et par contre, le vendredi, effectivement, est un moment avec réellement du confort dans les transports collectifs. Donc pour le moment, on travaille ce questionnement, hein, autour de l'équilibre des pointes, des lissages.
pour le confort des voyageurs. Sur la partie plan de transport, une des choses qu'il faut voir, c'est qu'on pourrait se dire: «Ah tiens, bon, moins de 18% en heure de pointe, est-ce que, tout d'un coup, je me mets à avoir des vendredis qui ressemblent à des samedis?» Eh bien, pas du tout, hein. On est quand même dans une logique avec nos pointes du matin, nos pointes du soir. C'est juste que la pointe est plus bas que le mardi. Mais donc, on est dans des besoins de plan de transport qui sont des besoins de plan de transport avec des pointes finalement comme les autres jours. Et donc, ce sujet du plan de transport est un sujet qui est fin et qui est assez complexe parce qu'on a des besoins de fréquence tous les jours pour répondre. Et on voit qu'il y a pas mal de débats sur le sujet, mais avec des Ouais. échanges, il faut quand même. Les gens vont au travail le vendredi, reviennent du travail, ils sont nombreux, même s'il y a un écart avec le mardi, et ils ont donc un besoin d'un plan de transport équilibré, comme on connaît en Île-de-France. Merci. Merci Françoise. Il y a une question de Madame Poirier concernant les bus. Je laisse l'IPR répondre. Peut-être, Dany ou Jérôme. Y a-t-il études sur les déplacements par bus? À ma connaissance. Alors, Jérôme? Oui, bah, on n'a pas regardé, on pourrait, on pourrait regarder à travers les validations, mais on n'a pas regardé s'il y avait de tels écarts avec les bus. C'est vrai que depuis le début, cette étude, on la concentre. Alors, on l'appelle mass transit pour les modes capacitaires, donc ce n'est pas le cas des bus. C'est vrai que dans l'acceptation anglo-saxonne, les bus rentrent dans le mass transit, puisque c'est que mobilité collective, surtout que notamment aux États-Unis, l'essentiel du mass transit est quand même effectué en bus et non pas en métro, peut-être à l'exception de New York. Donc voilà, on est plutôt sur les modes, on regarde ce qui se passe dans les modes capacitaires. Donc effectivement, on n'a pas les bus dans cette étude. Mais par contre, on sait que le trafic bus a moins été impacté par les confinements et par la crise sanitaire, Oui. étant donné qu'ils répondent à d'autres types de motifs, le motif domicile travail et travail, des déplacements à partir du travail sont moins marqués quand même côté bus que côté mass transit. On l'a vu dans le monde entier, hein, j'échange souvent avec Londres. Ils ont tout de suite, enfin la reprise dans le bus a été plus rapide et ça semblait être aussi pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment que d'être en surface, de pouvoir sortir plus facilement. Visiblement, le bus était plus rassurant à l'époque à l'époque où le Covid circulait, où il y avait des confinements. Il y a eu un vrai report modal des transports ferrés, métro notamment, vers le bus. Et je sais que c'était la même chose en Île-de-France, mais on l'a vu clairement dans le monde entier, ce choix modal du bus en période de crise sanitaire. Je partage Madame Poirier aussi. Il l'est aussi. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi une population plus variée. Je dis ça, mais je ne suis pas certaine. C'est l'IPR qui doit savoir mieux que moi. Mais je pense qu'il y a aussi les personnes âgées qui utilisent beaucoup le bus. Mais je pense que vous parlez du 189 peut-être. Est-ce que vous avez d'autres... c'est l'occasion d'échange. Il nous reste 5 petites minutes. Donc, si vous avez d'autres questions ou occasion d'échanger entre vous, n'hésitez pas. Ou si... Alors on n'a pas regardé l'âge. On n'a pas de données sur l'âge avec la télé médiatique. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de regarder la mobilité des jeunes. Ouais. Sur l'enquête, on n'a pas forcément toutes les réponses, hein, mais sur l'enquête BVA pour Transilien, on a vu que les étudiants en fait, sont revenus à leurs habitudes précédentes. Non seulement sur les études, puisque finalement les études à distance ont fait un peu pchit après la période Covid, mais aussi sur leurs autres déplacements.
Donc, mais là, c'est vraiment une étude que l'on n'a que pour Transilien, pas pour l'ensemble du mass transit. Mais les étudiants seraient revenus à des comportements, des usages assez proches de ceux qu'ils avaient avant vis-à-vis des déplacements avec nos trains. Un Ouais, élément de réponse. On n'a pas creusé plus profondément, comme c'était moins déstructurant pour nous. et c'est vrai que le présentiel est revenu la norme pour les étudiants, beaucoup moins que la visioconférence et le télétravail pour les actifs. Et donc, du coup, reprise de mobilité à travers le mass transit qui s'observe. On a une question donc, qui est plus Peut-être pour Transilien. Tu veux y répondre ou avez-vous des conseils à donner aux entreprises pour optimiser les journées en télétravail par rapport à leur empreinte par rapport à l'empreinte carbone. Ou peut-être Aurore aussi. Oui, est-ce qu'Aurore a des idées parce que nous, on est pas mal dans des échanges avec les entreprises pour l'équilibre en fait des transports et pour le lissage des pointes en général, puisque l'objectif c'est vraiment de donner le maximum de confort possible à nos clients dans une région où les transports sont fort utilisés. Voilà. Après, la réflexion par rapport à l'empreinte carbone, on ne l'a pas forcément engagée de cette façon par rapport à l'optimisation des journées de télétravail. Pas de ton côté. Oui, alors on peut, alors c'est pas vraiment notre spécialité, hein, on parle d'immobilier là. Juste si on réfléchit un petit peu à ce sujet, c'est vrai qu'on a pu entendre des choses, comme, fermer carrément le vendredi pour pouvoir couper le chauffage, ou bien le lundi puisque c'est accolé au week-end. Mais on peut se dire aussi que si une entreprise arrive à lisser, sa présence sur les jours, de la semaine, c'est-à-dire au lieu d'avoir, des mardis et des jeudis où quasiment tout le monde est sur place et des vendredis où c'est plein, ça peut leur permettre, vu que beaucoup d'entreprises, passent quand même en flex office aujourd'hui, de réduire leur empreinte foncière et donc proportionnellement leur consommation d'énergie. Donc ils peuvent voilà, faudrait chiffrer tout ça, je dirais, pour savoir, mais il est tout à fait possible que du point de vue de l'empreinte carbone, les entreprises aient le même intérêt que, bien sûr, le transport, mais comme on l'a vu, l'activité économique au global, hein, puisque cette faiblesse, voilà, ces déséquilibres entre les jours, en fait, détruisent de l'activité économique en net, hein. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne conclusion aussi pour notre webinaire, sauf s'il y a vraiment une dernière question, n'hésitez pas, mais on va pouvoir rendre à l'heure. Merci à vous tous de vous être inscrits, d'avoir participé à cet échange avec nous. Merci beaucoup à tous nos intervenants et auteurs de cette étude. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.